Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITEME. Vous êtes avec Achille Kabana et Aline Ndabaga dans une nouvelle émission en français, bien sûr, tel que nous l'avons mentionné ou tel que nous en avons fait la promesse. À chaque 2 semaines ou à chaque 3 semaines, nous allons tenter de vous présenter l'actualité sociopolitique et économique du Rwanda. Nous allons parfois aussi faire appel à certains invités, certaines personnalités connues dans la sphère politique rwandaise. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Madame Victoire Ingabire, qui est au Rwanda, qui est la présidente du parti politique ou du mouvement politique d'Alpha Umurinzi. Madame Victoire Ingabire est très connue de la société rwandaise et même de l'opinion internationale ou bien des amis du Rwanda. Et donc, c'est avec honneur qu'on lui dit bienvenue encore une fois sur les ondes de la radio ITEME. Je pense que c'est la première fois qu'on réalise une émission en français avec elle. Et donc, sans plus tarder, Aline, je vais te laisser le micro pour que tu salues les amis de la radio ITEME et que tu donnes formellement une invitation, bien que tu accueilles formellement Madame Victoire. Aline, le micro est à toi. Merci beaucoup, Achille. Donc, je me joins à toi pour accueillir Madame Victoire Ingabire sur les ondes de la radio ITEME. C'est un honneur d'avoir une si grande représentante de notre combat pour plus de liberté, plus d'humanité dans la vie de tous les jours des Rwandais. Et donc, Madame Victoire Ingabire, si vous voulez saluer nos auditeurs, on va commencer ça sans plus tarder. Merci, bonjour à vos auditeurs et à vous aussi, je vous remercie de m'avoir invité à vos antennes. Merci. Donc, ma première question pour vous, sans plus tarder, serait de vous demander ce que vous pensez des investissements qui se comptent en millions d'euros que le Rwanda fait dans différents clubs de football européens. Quelle est votre opinion s'agissant d'un pays les plus pauvres qui fait des investissements que certains pays européens ne se permettraient pas? Merci. Vous pensez, je déplore depuis que j'ai entendu cette histoire parce que nous l'avons appris dans les médias. Donc, je déplore le manque de tenir des dirigeants responsables de leur comportement dans la gestion de la chose publique ici au Rwanda. Même si le président Kagame revient souvent sur le mot accountability, mais on n'y trouve pas. Accountability, c'est quoi exactement? C'est l'acceptation de la responsabilité d'une conduite honnête et éthique envers autrui, et si je veux dire le peuple dirigé. Donc, je ne cesse pas de dénoncer le manque de liberté d'expression dans notre pays qui devrait permettre à chaque Rwandais de participer librement et activement, sans entrave aux décisions et définitions des politiques qui le concernent dans tous les domaines du développement socio-économique et culturel. Les preuves alors aujourd'hui de la manque d'accountability, qui est le mot souvent préféré de M. Kagame, se manifestent dans ces contrats entre le gouvernement rwandais et ses clubs de football. Ces contrats sont tenus secrets. Ils ne sont pas discutés au sein du Parlement. Beaucoup de questions se posent sur ces investissements. Est-ce que ces investissements se comptent à combien de millions? Est-ce qu'il y a des rendements? Il est impossible au peuple rwandais d'évaluer si ces investissements valent la peine, d'autant plus qu'ils sont tenus secrets. Donc, je ne peux pas vraiment juger quelque chose où je n'ai aucune information. Donc, c'est déplorable pour notre pays. Merci beaucoup, Victoire. Madame Victoire Ingabire. Je voulais aussi vous demander si vous avez pu jeter un coup d'œil au récent rapport de Human Rights Watch. Aline, si tu le permets, je voudrais juste rajouter une petite pensée par rapport aux réactions de Madame
Victoire, à propos de ces investissements qui sont méconnus de la sphère publique rwandaise. Je voudrais juste rajouter que nous avons une gouvernance qui a complètement abandonné sa population, qui a une attitude clairement orgueilleuse envers sa propre population, parce que nous avons sur papier la Constitution du Rwanda dit que nous sommes une république, telle que Madame Victoire l'a nommée, et parmi les critères ou parmi les valeurs qu'on peut retrouver dans une gouvernance de type république, il y a l'indépendance des institutions et la séparation des pouvoirs. Et on ne voit pas ça au Rwanda, et c'est pour ça que c'est méconnu, et c'est pour ça qu'en ce moment, on a une population qui fait face à à une famine sans précédent, pendant que le gouvernement du Rwanda, pendant que le régime de Paul Kagame investit des millions de dollars dans des équipes qui sont plus riches que le Rwanda, plus riches économiquement. Et donc, c'est déplorable, et c'est clairement un abandon de la population. Tu peux continuer, merci. Merci, Achille. Donc, ma deuxième question pour Madame Ingabire était concernant le récent rapport de Human Rights Watch. C'est un rapport assez accablant qui parle d'un régime autoritaire qui n'hésite pas à éliminer toute personne qui ose critiquer sa politique. Comment décriviez-vous votre vie de tous les jours? Avez-vous la liberté de penser, la liberté d'association? Vous savez, personne ne peut m'empêcher de penser et de dénoncer les injustices sociales dans notre pays. Je le paye bien sûr cher, mais cela ne peut pas m'empêcher de mener mon combat pour un état de droit et l'instauration de la démocratie dans notre pays. Le prix que j'ai payé, parce que je suis un libre penseur, c'est que j'ai passé 8 ans en prison, dont 5 ans dans l'isolement total. Je le paye même aujourd'hui, où je n'ai pas l'autorisation de rendre visite à mon mari qui est gravement malade depuis 2006 et que je n'ai pas vu depuis déjà 13 ans. Vous savez que ma famille réside toujours en Hollande et je ne peux pas quitter mon pays. Je suis surveillée 24/24 quant à la liberté d'association. Depuis que je suis revenue dans mon pays, jusqu'en janvier 2010, avec l'intention de faire enregistrer mon parti politique de l'époque, le FDI Inyendi, et de participer aux élections présidentielles, je n'ai pas réussi à le faire car j'ai été arrêtée juste quelques mois après mon arrivée. Et puis une année plus tard, après ma libération, vous savez que j'ai été libérée en septembre 2018 par la grâce présidentielle, malgré que j'avais fait appel auprès de la Cour africaine des droits de l'homme qui m'avait innocentée de tous les crimes dont j'ai été accusée par le gouvernement rwandais. Mais quand j'ai été acquittée, j'ai été libérée, j'ai créé un nouveau parti politique, Darfa Murinzi. C'était en novembre, je crois, 2019. Et jusqu'à maintenant, notre parti n'est pas encore enregistré. Et vous venez juste de mentionner le rapport de l'Human Rights. Oui, j'ai lu le rapport de l'Human Rights Watch. Il est clair sur la situation au Rwanda. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et association, M. Kiayi, qui est venu au Rwanda en 2014. D'ailleurs, il m'a rendu visite et j'étais encore en prison. Il m'a rendu visite en prison. Dans son rapport, il spécifie bien les difficultés de faire la politique au Rwanda. Son rapport précise que les processus de création d'un parti politique au Rwanda est long, laborieux et bien trop souvent arbitraire. Mais vous savez, le Rwanda est connu comme doing business. Donc, si vous voulez enregistrer une entreprise au Rwanda, dans moins de 24 heures, vous avez votre entreprise enregistrée. Mais pour enregistrer un parti politique, ça fait des années. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis au Rwanda, même si j'ai passé 8 ans en prison. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'arrivais pas à faire enregistrer mon parti. Donc, le rapporteur spécial des Nations Unies regrette les effets dissuasifs évidents, y compris les mesures juridiques et l'environnement politique qui pèsent sur les individus désirés de former les partis politiques d'opposition. Dans sa conclusion et ses recommandations, il a dit ceci, je le cite, « Les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association sont essentiels pour la démocratie et la paix durable. Ils sont d'autant plus importants dans une société profondément traumatisée par le génocide et qui cherche toujours à guérir et à se reconstruire.
Ces droits acceptent et favorisent les points de vue pluralistes, contribuent à garantir que les dissidences soient pacifiques et renforcent la capacité de la démocratie à prévenir les troubles sociaux. Tout en reconnaissant le progrès accompli par le Rwanda sur le plan économique, le rapporteur spécial exprime sa préoccupation quant à l'opposition farouche à un débat contradictoire et à la libre expression des opinions qui entrave le processus actuel de la réconciliation sociale. Ici, je suis d'accord avec le rapporteur parce que beaucoup de gens aiment dire que le Rwanda a fait des progrès dans le développement. Je suis d'accord, il y a certaines réalisations dans l'économie, mais on ne peut pas privilégier l'économie, l'avancement du développement de l'économie au détriment de la démocratie et des droits de l'homme. Parce que pour moi, si on continue dans cette voie-là, c'était qu'on est en train de créer des futurs troubles dans notre pays. Donc, c'est pour cela que j'aimerais bien que les gens, même si le rapport a été écrit en 2014 et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement rwandais n'a pas voulu mettre en pratique les recommandations du rapporteur spécial qui a demandé au gouvernement rwandais de créer un environnement propice et sûr pour toutes les personnes qui exercent ou cherchent à exercer ses droits à la liberté de réunion pacifique et d'association. Merci Victoire. Achille, tu avais un commentaire? Oui, chère Aline, je voudrais juste rajouter 3 points qui viennent soutenir les propos de Madame Victoire. En fait, le président Paul Kagame, je pense qu'il y a même un article qui en parle, un article de Al Jazeera. Le président Paul Kagame est un despote qui n'a aucun respect pour la notion du droit, que ce soit le droit constitutionnel, le droit des citoyens à l'intérieur du pays et même le droit international. On le voit avec la situation diplomatique. Et donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose que ça face à ce régime. Et c'est pour ça que le changement du régime politique est nécessaire au Rwanda. Merci. Merci beaucoup, Achille. Et donc, question suivante concerne l'ambassadeur Johnston Busingye. C'est l'ambassadeur rwandais au Royaume-Uni, qui, dans une interview à caméra cachée, avait déclaré que la décision d'envoyer des réfugiés au Rwanda était une politique immorale. Est-ce que vous partagez ce sentiment, sachant les propos de M. Busingye? Oui, en fait, d'abord, dès que j'ai entendu se dire entre les deux gouvernements, je l'ai tout de suite dénoncé. Comme le contrat avec le football, c'est aussi, on a entendu se dire entre le gouvernement rwandais et le gouvernement britannique, pas les médias. Donc, je suis contre ce dire parce qu'il viole la Convention de Genève de 1951, relative au statut de réfugié, qui précise qu'aucun des États contractants n'explicitera ou ne refusera de quelque manière que ce soit un réfugié si les frontières du territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées. Alors, il est incompréhensible qu'un pays libre et démocrate comme le Royaume-Uni non seulement fuit ses responsabilités internationales, mais également refoule les réfugiés vers un pays non démocratique comme le Rwanda, où ces réfugiés peuvent subir les mêmes sorts que celui qu'ils ont fui dans leur pays d'origine, à savoir la persécution. Car ces réfugiés sont déjà qui fuient la persécution dans leur pays d'origine. Et vous savez que le Rwanda est connu, il y a le Freedom House qui publie régulièrement des rapports qui montrent bien que le Rwanda n'est pas un pays libre. Donc, comment vous pouvez envoyer des réfugiés qui fuient la persécution dans un pays où il n'y a pas la liberté d'expression? Ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Souvent, je donne l'exemple du cas des réfugiés des Congolais qui ont été tués par les policiers rwandais en 2018 quand ils ont manifesté. Donc, le fait seulement d'organiser une manifestation, non pas contre le gouvernement rwandais, mais contre le HCR, ils ont été tués et les autres ont passé des années dans la prison. Alors comment vous pouvez envoyer des réfugiés, des gens persécutés dans leur pays d'origine, les envoyer dans un pays comme le Rwanda? Donc, je pense que l'ambassadeur Busingye est dit même avec moi. Il l'a dit, bien sûr, en se croyant être à l'abri du public. Merci. Merci beaucoup, Madame Victoire. Est-ce qu'Achille avait un commentaire à faire?
Non, c'était juste pour démontrer plus ou moins l'attitude marketing de l'être humain de la part du régime de Paul Kagame. Tout ce qui est financier, tout ce qui est monétaire est très important chez lui. Et même s'il faut, parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, au Rwanda, à un moment donné, le gouvernement a sensibilisé la population par rapport à la démographie, stipulant que le Rwanda est un petit pays, effectivement 26 000 km² ou 26 000 km² ou 28 000, je me rappelle pas très bien, et que la densité de la population était l'une des plus élevées de l'Afrique. Et donc, à partir de là, ils ont sensibilisé la population à éviter d'avoir beaucoup d'enfants. Alors, c'est quand même pathétique et c'est quand même surprenant qu'après cela, on les voit signer des deals de style marketing, clairement, avec des êtres humains, des gens qui quittent leur pays pour aller demander refuge en Europe, sachant aussi que, puis faut pas qu'on se le cache, sachant que si les gens quittent chez eux pour aller s'installer en Europe, parce que chez eux, ça ne va pas. Et parmi ces gens qui quittent chez eux, même si la majorité des personnes qui étaient concernées sont des personnes du Moyen-Orient, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'Africains qui quittent leur pays, qui, la majeure partie d'entre eux, font face à du trafic humain dans les pays maghrébins, notamment la Libye ou le Maroc ou la Tunisie. Les autres qui parviennent à y échapper sont mis dans des bateaux dans l'espoir d'atteindre l'Europe et dans l'espoir aussi d'avoir des meilleures conditions de vie. Beaucoup d'entre eux périssent durant le trajet. Ils meurent dans la Méditerranée. Et après cela, on voit un président dont le régime a une attitude qui, justement, fait en sorte qu'on a encore de plus en plus de réfugiés rwandais. Et là, on va rapatrier des réfugiés étrangers au Rwanda, sachant que la densité populaire, la densité de la population est quand même élevée. Et donc, on se contredit dans les démarches qu'on fait. Et en même temps, au-delà de se contredire, on démontre aussi la volonté d'avoir de l'argent ou bien d'avoir des fonds financiers à tout prix, même si c'est dans des conditions indignes de l'être humain. Et donc, c'est quand même déplorable, mais c'est pas aussi surprenant parce que tel que Madame Victoire l'a nommé, à Kiziba, en 2018, il y a eu, la police rwandaise atterri sur des réfugiés congolais. On ne va pas aller dans les détails sur pourquoi il y a des réfugiés congolais au Rwanda, mais ils ont tiré à balles réelles. Il y a eu à peu près 8 morts la première journée. Il y a eu quelqu'un qui est décédé le lendemain, mais jusqu'à présent, on ne sait pas le nombre de personnes qui ont péri face à cette oppression. Et il faut dire que la police a tiré à balles réelles contre des manifestants qui n'étaient pas armés. Et donc, ça démontre aussi l'attitude oppressive du gouvernement du Rwanda. Merci Achille. Madame Victoire, beaucoup d'entre nous qui vous suivons sur les réseaux sociaux, moi-même y compris, on voit des personnalités telles que The Future TV et d'autres qui vous insultent, qui vous clairement diffament. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous de pouvoir mettre faire des déclarations publiques pour voir si le RIB, donc qui est l'organisme qui se charge de cela, peut aussi faire quelque chose, car on sait que le journaliste Jean-Paul Nkundineza a été emprisonné à cause d'avoir fait des insultes publiques. Ou aussi on a entendu une certaine Marie traiter une partie de la population Hutu de chiens. Est-ce que vous pensez que tous ces insultes et violations que vous subissez, vous pouvez aussi les mettre devant le RIB pour qu'il s'en charge? Je commence d'abord sur les déclarations de cette dame, comme a dit Marie-Marie, donc je n'ai pas retenu son nom, mais vous venez de dire que c'est Marie-Marie. Je vous dis que j'ai été abasourdie lorsque j'ai entendu cette dame. Je m'attendais à ce que le ministre de l'Unité nationale condamne de tels propos, mais ce silence m'a surpris, étant donné la façon dont il attaque tous ceux qui critiquent le gouvernement, les accusant d'avoir une idéologie de génocide ou de divisionnisme. Donc, le silence des autorités rwandaises, ici la déclaration de cette dame, montre bien la politique de deux poids deux mesures appliquée par le gouvernement des FPR. Et comme je l'ai toujours dit, cette politique entrave le processus de réconciliation
dans notre pays. C'est bien que vous avez soulevé le cas du journaliste Nkundiye Jean-Paul, qui va aujourd'hui d'ailleurs passer sa première nuit en prison de Mageragere. Il a été arrêté à cause de ses déclarations blessantes sur les réseaux sociaux. Pourtant, les insultes, la diffamation sont monnaie courante sur les réseaux sociaux entre les Rwandais. Ils sont lancés souvent par ce groupe de ceux qui se disent aujourd'hui faire partie de ceux qui se nomment Team Pika, donc les groupes qui soutiennent le président Paul Kagame, ou ceux qui se disent ignorer les gens qui ont passé des semaines à suivre certaines formations, mais je me demande quelle sorte de formation qu'on les donne là-bas dans les camps où ils passent des semaines. Mais il y a aussi certains éléments de l'opposition quand même aussi qui lancent des insultes et des diffamations. Le porte-parole Sédénita, vous me posez la question si je vais suivre ces gens horribles. J'ai posé déjà la plainte au CEDIRIB, je crois que c'était dans les années 2020, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de poursuite. Mais le porte-parole récemment, donc le porte-parole d'IRIB a promis que le RIB ne va plus tolérer les insultes et diffamations sur les réseaux sociaux. Donc j'espère qu'ils vont joindre l'action à la parole. Mon souhait est que nous, les Rwandais, nous revenons à notre culture de Bupura et de Bonhom. Merci. Madame Victoire, je vais vous poser la question suivante. Ceci concerne... Aline, est-ce que tu peux ajouter quelque chose là-dessus? Oui. Si ça ne sera pas long, je vais rajouter un petit élément plus dans l'optique du féminisme, parce que le Rwanda se veut comme étant un pays qui a favorisé, qui a sensibilisé la population par rapport à la question d'égalité de genre. Et à cet effet, à l'Assemblée nationale, il y a à peu près 64% de femmes qui siègent, de députés femmes qui siègent à l'Assemblée nationale. Il est quand même surprenant, il est quand même contradictoire. On est des femmes qui siègent à l'Assemblée nationale, mais qui ne disent rien quand des femmes comme Victoire ou Diane Fimargigara se mobilisent au niveau de l'espace public pour, par exemple, briguer la présidentielle, donc se porter candidate au présidentiel. On voit clairement tout un système qui devient hostile à ces personnes parce qu'elles osent se positionner face au président sortant ou bien au président actuel, M. Paul Kagame. Alors, ces femmes qui siègent à l'Assemblée nationale ne servent absolument à rien parce qu'elles ne soutiennent pas les autres femmes qui militent justement pour la justice sociale dans notre pays. Et on sait très bien que cette question de justice sociale est très essentielle et primordiale pour la stabilité et l'émancipation de notre peuple. Oh, je vais te compléter. Ces femmes-là que vous dites qui sont majoritaires au Parlement, ils sont les premières, certaines parmi elles sont les premières à m'attaquer. Il faut voir mon Twitter. J'ai souvent attaqué par ces femmes, donc ça m'étonne justement qu'ils devraient comprendre que c'est là où ils sont, c'est pour défendre le peuple, gouverner, mais quand vous dénoncez quelque chose qui ne va pas, ces femmes sont les premières à vous attaquer, donc ne pensez pas qu'ils sont les premiers à me défendre, non? Merci Madame Victoire pour cette précision. Donc, il y a eu un reportage récemment, un reportage d'investigation qui a été publié par Radio-Canada. Le reportage se nomme « Il était une fois l'OIF », c'est l'organisation de la francophonie. Et à la tête de cette organisation se trouve Louise Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale d'origine rwandaise, et qui, dans ce reportage, semble semer un climat de terreur. Et depuis qu'elle est à la tête de cette organisation, il y a beaucoup eu d'émissions, d'harcèlement. Et personnellement, je suis de l'avis qu'elle devrait démissionner. On se pose aussi la question de la légitimité de sa nomination. Que pouvez-vous nous dire sur la place de la langue française dans la société rwandaise? Merci bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je me rappelle quand Mme Louise Mushikiwabo a été nommée comme candidate à la tête de l'Organisation internationale pour la francophonie, j'ai déclaré que je soutenais sa candidature. J'espérais que mon pays allait s'engager sur la voie de la démocratie, une valeur que défend cette organisation. Je venais juste d'être libérée et le Parti des Verts
de l'honorable Franca Rainesa venait d'être agréé et avait participé aux élections. Donc pour moi, je disais, oh, c'est un signe que le gouvernement FPR veut ouvrir l'espace politique progressivement. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas tardé à voir que je me suis trompée. Mais Madame Chutiwa, je ne crois pas qu'il n'y a pas raison qu'elle démissionne parce qu'elle est à son dernier mandat, donc elle va quitter bientôt. Quant à la langue française est l'une des 3 langues officielles du Rwanda. Il remplissait jusqu'à, je crois, en 2008, le rôle de la langue de scolarisation avant d'être remplacé par l'anglais. Ce qui d'ailleurs a perturbé le système d'éducation. Je ne sais pas si vous savez qu'avant, tout l'enseignement était donné dans la langue française. Donc les professeurs et les enseignants ont donné les cours quand ils ont changé brusquement de la France, de la langue française à la langue anglaise. Donc, c'est-à-dire que les professeurs et les enseignants devraient donner aussi des cours dans cette langue, donc la langue qu'ils ne maîtrisaient pas. Et la conséquence aujourd'hui est que les investisseurs n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre qualifiée quand ils arrivent dans notre pays. Nous avons un grand nombre de jeunes avec des diplômes, même universitaires, mais sans réellement les connaissances requises. Donc ça, c'est la conséquence de ce changement brusque. Il y a, je crois, 2 ans que la France et le Rwanda ont harmonisé les relations. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, on voit que la France est en train de revenir sur la scène dans l'éducation au Rwanda, mais je crois que c'est une langue perdue dans notre pays. Achille, est-ce que tu as un commentaire? Oui, je vais faire un commentaire, d'autant plus que je suis francophone de naissance, et donc je suis très ou particulièrement touché par cette question. Je voudrais juste rajouter, je pense que j'ai déjà donné mon point de vue, mais en Kinyarwanda, mais je voulais juste le dire aussi en français. En ce moment, on parle un peu partout en Afrique du sentiment anti-français. Et faudrait pas que les gens pensent que ce sentiment est subi ou qui vient de nulle part. Il vient justement de la nature des partenariats que certains pays entretiennent avec des pays qui ne respectent pas les droits que ces pays eux-mêmes valorisent. Parmi les valeurs prônées par la francophonie, il y a la solidarité, la diversité, le partage de l'expérience, l'engagement, la concertation, et ils se disent comme étant une organisation qui est au cœur des populations. Ils vont promouvoir la langue française, la diversité culturelle, la diversité linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Et donc, il est quand même surprenant et pour nous, c'est quand même triste de voir un pays comme la France soutenir la candidature d'une personne. Je suis d'accord avec Madame Victoire qu'elle se réjouit qu'elle était candidate et qu'elle avait été nommée et que par la suite, justement, il y a un parti politique qui a été accrédité pour participer aux élections. Mais je veux, moi, mettre l'emphase sur le fait que la résultante de ce partenariat, la résultante d'avoir tenu Louise Mushikiwabo au sein de l'Organisation internationale de la francophonie a fait mal à la francophonie et par conséquent a fait mal aux francophones et tout simplement aux populations qui devraient bénéficier justement de l'existence de cette organisation, tant sur le plan monétaire que culturel et du partage des savoirs. En d'autres termes, c'est un soutien qui a été plus politisé et qui n'a pas été fait en priorisant les besoins des francophones un peu partout dans le monde. Merci. Merci Achille. Madame Victoire, on va passer à la question suivante qui concerne l'inflation alimentaire au Rwanda, qui a atteint des nouveaux records. Dans une vidéo qui s'est fait virale, une dame nous explique que cette famine amenant un nom, elle se traduit par « tiens-toi en place et laisse-toi dévorer par la faim ». Que pouvez-vous nous dire sur la famine dans le pays aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Rwandais n'arrivent pas à manger à leur faim. Avant, les gens mangeaient 3 fois par jour. Aujourd'hui, ceux qui ont de la chance arrivent à manger 2 fois par jour. Autrement, c'est 1 fois par jour. Et 2 fois, on se met en lit sans manger. Son manque presque de denrées alimentaires est dû aux 3 raisons principales. La première, la réforme agraire dans les années 2008, où les agriculteurs ont été forcés de cultiver une seule plante
alors que 85% de la population rwandaise vit de son agriculture. Donc, les maïs ou le riz qu'ils sont obligés de cultiver, le gouvernement n'arrive pas à trouver le marché. Et cette masse paysanne ne peut pas vivre seulement du maïs ou du riz. Deuxième raison, c'est qu'il y a certaines autorités locales qui détruisent des cultures vivrières des agriculteurs, soi-disant qu'ils ont sémé la semence non autorisée, donc, parce qu'ils doivent suivre la politique de monoculture. Et la dernière raison, c'est que nous avons connu quand même des saisons sèches plus longues et des pluies torrentielles qui ont abîmé des cultures vivrières. Donc, pour moi, je pense que notre gouvernement doit reconnaître ce problème et trouver une solution adéquate à court et à long terme. La première mesure urgente à prendre est de trouver à manger à ceux qui sont dans le besoin. Et deuxièmement, il faut que les autorités locales abandonnent l'habitude de détruire des cultures vivrières des agriculteurs. Et finalement, il faut que le gouvernement cesse d'obliger les agriculteurs qui ne vivent que de leurs récoltes de cultiver pour le marché. Ils doivent cultiver d'abord pour se nourrir. Dès qu'ils ont suffisamment à manger, là, ils vont avoir l'excédent pour les marchés, mais il ne faut pas les obliger à cultiver seulement pour les marchés. Merci. Merci, Madame Victoire. Je pense qu'Achille a un commentaire concernant ce sujet. Je pense que je veux juste, c'est même pas un complément, c'est juste une indignation de voir mes compatriotes mourir de faim. J'ai discuté avec plusieurs jeunes qui me disent qu'ils ne mangent qu'une fois aux 3 jours. C'est quand même aberrant, c'est très indigne, c'est pas surprenant, mais je voudrais juste dire qu'on est solidaire de la situation dans laquelle à laquelle les Rwandais font face, et de mettre l'emphase sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un problème qui est lié à des conditions de changement climatique ou quoi que ce soit, ou à un manque de moyens pour mettre fin à cet impact. Il s'agit d'une volonté politique du régime du Paul Kagame. Voilà, c'est juste là que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Achille. Madame Victoire, celle-ci est la dernière question. Cette semaine, donc ces dernières semaines, on a entendu une déclaration de la Fondation des droits de l'homme qui venait de déposer une plainte formelle auprès du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Au nom de 8 de vos partisans et un journaliste qui sont toujours emprisonnés pour avoir assisté à une conférence en ligne, dont le sujet de discussion était la résistance non violente. Je répète, non violente. La démocratie ainsi que les droits de l'homme. Que signifie ce pas? Et est-ce que vous pensez que cette pression internationale va aboutir à leur libération? Merci, c'est une bonne question. En fait, mes partisans et le journaliste Théoneste Sengimana sont en prison pour avoir lu un livre qui est intitulé Comment on peut faire tomber un dictateur quand on est tout petit, seul et sans armes. Vous imaginez, dans la constitution rwandaise, dans le code pénal du Rwanda, nulle part vous pouvez trouver une loi qui interdise aux Rwandais de lire un livre. Alors, que les gens soient arrêtés pour simple raison d'avoir lu un livre, c'est aberrant. Donc, pour nous, cette action de la Fondation des droits de l'homme, c'est un bon soutien. Vous savez, chaque soutien aux prisonniers politiques ou de conscience ici dans mon pays est bon pour le moral de ces prisonniers. J'ai été prisonnière, je sais ce que ça signifie le moral d'un prisonnier. Si on parle de vous, ça vous donne l'impression que vous n'êtes pas tombé dans l'oubli. Parce que c'est la peur qu'on a quand on est dans la prison, on a peur qu'on vous a oublié. Mais quand vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est être enfermé dans une petite cellule où vous ne regardez que les 4 murs. Alors, si quelqu'un vous amène une nouvelle comme celle de la Fondation des droits de l'homme qui a porté plainte pour les 9 prisonniers, nous disons que ce sont les prisonniers du rafle du 13 au 14 octobre 2021 parce qu'ils ont arrêté dans la soirée du 13 et vers le 14 octobre et certains ont été arrêtés le 14 octobre. Donc c'est pour cela qu'on dit que ce sont des prisonniers du rafle du 13 au 14 octobre 2021. Donc ça, quand une action pareille, ça donne chaud au cœur, surtout pour ces prisonniers. Donc,
pour moi, je ne sais pas ce que cette action va donner, mais je garde l'espoir. Parce que ces gens-là, ils sont dans la prison, ils viennent de passer 2 ans sans jugement, donc ils n'ont pas comparé devant aucun juge. Donc, c'est pour cela que j'espère qu'au moins cette action de la Fondation des droits de l'homme va les donner un moral, mais que aussi la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui a été saisie, qu'ils vont agir envers le gouvernement rwandais pour que ces gens soient libérés. Merci. Merci beaucoup, Madame Victoire. Achille, tu avais un commentaire? Oui, sans plus tarder, en fait, mon commentaire va aller dans le sens que les pays amis du Rwanda ou les pays donateurs d'aide au gouvernement du Rwanda ont des moyens. Il existe des moyens de pression qui sont très efficaces, qui feraient plier le régime de Paul Kagame face à ses bavures envers les droits de l'homme, envers toute forme envers l'oppression, contre toute forme de liberté envers la population rwandaise. Et donc, nous avons vu, dans le cas de Paul Rusesabagina, nous avons vu comment ces pressions internationales pouvaient être efficaces. Donc, nous nous réjouissons du fait que les rapports sont produits. Nous nous réjouissons que ce qui est dénoncé est tenu en considération, mais nous nous attendons encore à plus. Oui, merci beaucoup Achille pour ton commentaire et sur cela, je voulais juste rajouter qu'on ne les oublie pas ces prisonniers. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'on continue à faire ces émissions, à en parler pour qu'ils ne tombent jamais dans l'oubli parce que ces compatriotes, j'aurais pu être l'un des leurs et donc c'est très important que chacun d'entre nous, rwandais ou pas, disions leur nom tant qu'on peut, partout où on peut pour faire en sorte qu'on puisse faire en sorte qu'ils puissent rester là dans nos pensées, dans les écrits, sur Twitter, dans les social media, parce que c'est très important, comme vous l'avez dit, madame, pour que les prisonniers gardent le moral, qu'ils continuent à se battre, car la vie au sein de la prison n'est pas facile. Et puis, je vous rappelle donc je rappelle à nos auditeurs qu'on était avec Madame Victoire Ingabire, la présidente d'Alpha Umurinzi, et Monsieur Achille Kamana, qui est le commissaire de la diplomatie de l'Alliance rwandaise pour le changement. Et je voulais aussi vous remercier encore une fois d'avoir été avec nous, Madame Victoire, et on se réjouit de pouvoir vous parler encore prochainement, car vos idées, tout en fait, votre philosophie politique est celle qu'on veut voir, où on peut discuter de tout problème dans le respect et dans la liberté d'expression pleine. Et c'est franchement, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur d'avoir pu vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci aussi. Merci à tous. Au revoir. Merci, Victoire, d'avoir répondu à notre invitation. Bon courage pour la suite et on est ensemble. Merci.